Bonsoir, je vais vous laisser vous installer. Je vous souhaite la bienvenue au nom de la bibliothèque municipale. Je suis la responsable du département langues et littératures qui organise cette rencontre ce soir avec en invité d'honneur Matei Wiśniek qui va converser avec Jean-Pierre Longre, spécialiste de la Roumanie. Je ne vous présenterai pas plus Matei Wiśniek parce que je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous le connaissez, que vous avez envie d'approfondir également son œuvre, et en particulier toute la partie théâtre. Moi, je vous avoue que j'ai été un petit peu bluffée par certaines des couvertures des livres, ou entre autres celle où on voit le Staline avec un nez rouge. Et j'aime beaucoup ce côté un petit peu iconoclaste. Je ne sais pas si toute l'œuvre de Matei Wiśniek est à l'image de cette couverture, mais je pense que ça devrait effectivement être tout à fait intéressant et interrogateur. Je vous laisse la parole et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir, merci d'être là, venu ce soir pour entendre Matei Wiśniek. Je voudrais aussi signaler la présence parmi nous de Madame Dancao, consul général de Roumanie, et de Monsieur Corneanu, consul. Voilà, et je remercie bien sûr la bibliothèque municipale de Lyon et Madame Marie-Christine Pascal pour leur accueil, ainsi que l'Institut culturel roumain de Paris, qui est un partenaire précieux pour l'association Rhône-Roumanie dans le cadre des manifestations des 20 ans de l'association, puisque cette rencontre se situe, entre autres, dans le cadre des 20 ans, du 20e anniversaire de l'association Rhône-Roumanie. Je remercie bien sûr M. Matei Wiśniek d'être venu spécialement à Lyon. Il est arrivé tout à l'heure, il repart demain matin. Donc il est venu spécialement pour parler avec nous et lire quelques extraits de ses œuvres. Voilà, donc nous allons parler ensemble. Je vais commencer par proférer une phrase qui est celle-ci. Mesdames et messieurs, il y a un criminel parmi nous. Rassurez-vous, ce n'est ni Matei Wiśniek, ni moi, ni vous, j'espère. C'est simplement le début de l'une des nombreuses pièces de notre auteur, une pièce qui s'intitule « Le spectateur condamné à mort », titre qui est aussi tout un programme. Et je veux montrer par là combien Matei Wiśniek a un art consommé du langage théâtral, de l'accroche dramaturgique. Et je voudrais dire que c'est, en tout cas pour moi, mais je pense pour vous aussi, toujours un plaisir qui n'a rien de superficiel, un plaisir mêlé un peu d'inquiétude de lire et encore mieux de voir les pièces de Matei Wiśniek. Alors je ne vais pas donner la liste de ses œuvres, elle est trop longue. Et vous avez au fond de la salle, comme vous l'avez vu en arrivant, un certain nombre de des livres de théâtre, des romans, de la poésie, que vous pouvez vous procurer. Mais je voudrais simplement rappeler quelques petits points bibliographiques pour bien situer les choses. Matei Wiśniek, qui est né tout à fait au nord de la Roumanie, dans cette très belle région de la Bucovine, a d'abord été un écrivain roumain à part entière, pendant une dizaine d'années au moins, si je ne me trompe. Il a écrit des poèmes et des pièces en Roumanie et en roumain, des œuvres qui ont toujours été refusées par la censure, qui n'ont pas été publiées, qui n'ont pas été données, bien sûr, sur scène. Et il s'est exilé en France en 1987, où il a travaillé comme journaliste, où il travaille toujours comme journaliste à Radio France Internationale, et s'est mis à écrire donc en français à partir du moment où il a vécu en France, des pièces en français avec un succès grandissant. Et il vit maintenant à Paris tout en retournant souvent en Roumanie.
je crois, si je ne me trompe, que la première pièce jouée en France a été jouée à Lyon en 1991. Les chevaux à la fenêtre, au Célestin, dans le cadre dans un cadre d'auteurs de théâtre, enfin de rencontres d'auteurs de théâtre. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. Il est actuellement joué dans de nombreux pays d'Europe et d'Amérique d'ailleurs, abondamment, par exemple au Festival Off d'Avignon. Il y a toujours 4 ou 5 pièces de Matei Wiśniek à Avignon chaque été. Et il est le dramaturge le plus joué en Roumanie actuellement. Voilà, simplement pour le plaisir, mais ensuite je lui laisserai bien sûr la parole, quelques titres révélateurs de ce qui fait la pluralité de ce théâtre, successivement et à la fois théâtre de l'absurde et de la révolte, théâtre ironique et dénonciateur, théâtre comique et tragique, et pour reprendre le sous-titre d'un volume, théâtre de la tendresse et de la folie ordinaire. C'est, je crois, le sous-titre de « Attention aux vieilles dames rongées par la solitude ». Voilà, alors des titres toujours très pittoresques, j'allais dire, qui sont à la fois révélateurs et un peu énigmatiques, et donc qui incitent à la lecture. Par exemple, Du sexe de la femme comme champ de bataille dans la guerre en Bosnie, qui a été publié aux éditions Actes Sud Papier, et toujours chez Actes Sud, Petit boulot pour vieux clown, l'histoire des ours pandas racontée par un saxophoniste qui a une petite amie à Francfort. Ce sont des titres, hein, c'est pas des pièces, enfin voilà, c'est pas le texte de la pièce. Ou bien aux éditions Lanzmann, l'histoire du communisme racontée aux malades mentaux, La femme cible et ses 10 amants, Le mot progrès dans la bouche de ma mère sonnait terriblement faux, Les détours sur An ou Mansarde à Paris avec vue sur la mort, Enquête sur la disparition d'un nain de jardin, De la sensation d'élasticité lorsqu'on marche sur des cadavres, ou aux éditions L'espace d'un instant, mais maman, il nous raconte au 2e acte ce qui s'est passé au 1er. Voilà, quelques exemples. Je terminerai en ajoutant quand même que Matei Wiśniek a publié récemment aux éditions Non-Lieu 2 romans traduits du roumain, donc des romans écrits en roumain et traduits en français, Syndrome de panique dans la ville lumière en 2012 et Monsieur K. libéré en 2013, ainsi qu'un recueil de poésie aux éditions Bruno Doucet en 2013, À table avec Marx. Tous ces livres, évidemment, je vous les recommande. Voilà, j'ai voulu faire un bref tour biobibliographique, mais peut-être avez-vous des choses à ajouter, des lacunes à combler ou à corriger dans ce que je viens de dire. Non, c'est bon. C'est déjà un bouquet de livres. Mais déjà, je voudrais vous remercier de m'avoir invité, mais aussi je voudrais remercier pour ce que vous faites en tant qu'association pour la Roumanie, parce que en moi, il y a 2 personnes qui logent. Il y a l'écrivain Matei Wiśniek, mais aussi le journaliste Matei Wiśniek, et je sais à quel point la Roumanie a besoin d'un peu de tendresse en ce moment. Depuis une bonne vingtaine d'années d'ailleurs, je pense qu'elle a besoin d'un peu de tendresse de la part de ceux qui veulent la connaître et n'arrivent pas à aller en profondeur. Or, cette association Ronald Roumanie, ainsi que d'autres associations franco-roumaines qui existent en France, c'est en effet les seuls qui font ce travail en profondeur. Ça fait une bonne vingtaine d'années que je suis journaliste à Radio France Internationale et je sais que les grands médias s'intéressent en général à une seule section de la Roumanie. Et en général, dans ce monde où l'information est de plus en plus un spectacle, les grands médias se bloquent toujours sur 2, 3, 4, 5 sujets, si possible négatifs, parce que c'est ça qui crée de l'excitation, c'est ça qui crée de l'émotion rapide, c'est ça qui provoque je ne sais pas quoi dire, un peu de spectacle. Mais les associations qui existent en France, et elles sont nombreuses, les associations franco-roumaines, arrivent à créer quelque chose de très important, des ponts vivants
entre la Roumanie et la France, entre des gens vivants, entre des Français qui vont en Roumanie, des Roumains qui sont invités dans certaines villes françaises. Donc ces associations créent une circulation et provoquent du coup une autre circulation de l'information. Moi-même, depuis une bonne vingtaine d'années, je suis arrivé en France en 87, j'ai commencé en 91, je pense que je suis allé pour la première fois en Roumanie avec une compagnie française, une compagnie du théâtre, et depuis chaque année, j'essaie de faire ce voyage avec une compagnie ou même plus, de faire venir des compagnies françaises en Roumanie pour qu'elles jouent là-bas, pour qu'elles découvrent les festivals qui existent en Roumanie. Et chaque fois, j'ai eu cette réaction, très souvent exprimée par les mêmes paroles. On connaît mal la Roumanie. Mais oui, elle est un peu méconnue, mal aimée, mal positionnée, mal située, elle se vend mal. Voilà, le mot mal, on peut l'employer autant qu'on veut. Et à la fois, c'est un pays qui mérite un peu plus de, comment dirais-je, d'honnêteté lorsqu'on veut la découvrir. Et ça se passe toujours différemment lorsque les gens se déplacent, ils restent, créent des amitiés, découvrent éventuellement en profondeur la littérature roumaine. Et je suis très content qu'il y ait cette énergie, qu'il y ait cette curiosité. Je vois depuis des années, depuis que je viens en France, que la France est un pays particulier. En effet, tout le monde veut quelque chose de la France, disons. Il n'y a pas que les Roumains qui veulent s'affirmer en France comme auteur roumain traduit en français ou comme auteur francophone. Il y a de partout des gens qui viennent toujours pour s'affirmer en France, pour capter l'attention du public français, malgré le fait que la presse anglo-saxonne, c'était, je pense, la revue tellement connue, Times ou Newsweek, annonçait il y a quelques années la mort de la culture française. Bon, elle bouge encore, cette culture française. Et cet espace qui est la France, cet espace de culture, de création, de consommation culturelle, de la bonne culture qui est créée ici, pour moi, c'est toujours un lieu extraordinaire où on peut proposer des choses intéressantes. Vous savez, j'ai beaucoup voyagé depuis que je viens en France. Ailleurs, très souvent aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, ailleurs, par exemple en Amérique et dans ces pays qui nous proposent une sorte de culture de substitution qui est l'industrie du divertissement, le Grand Festival d'Avignon est considéré un festival d'avant-garde. Or, ce festival d'avant-garde, par exemple, a un public gigantesque. Donc on pourrait dire que bravo, la France a encore un public d'avant-garde. Disons, 200 000 personnes qui y vont chaque année pour voir des spectacles d'avant-garde, qui ne se laissent pas, disons, séduites seulement par le cinéma qui vient de Hollywood ou par les séries télévisées qu'on nous propose abondamment sous la forme de soupe interminable. C'est la France qui encore entretient ce concept d'exception culturelle. C'est elle qui se bat encore en Europe pour que l'accord qui sera signé bientôt de partenariat, d'association économique avec les États-Unis n'inclut pas le chapitre culturel comme si c'était la culture une marchandise ordinaire. Donc, chaque fois que je voyage et je retourne en France, je me dis, parfois même les Français ou même ceux qui vivent en France ne se rendent pas compte de la position particulière que la France a toujours là, dans la défense de la culture. Et aussi, normalement, elle est assiégée par les auteurs qui viennent de l'Afrique, par les auteurs qui viennent de l'Amérique latine, par les auteurs américains aussi d'ailleurs, par d'autres qui viennent de l'Asie, par les Chinois, par les Japonais. La littérature japonaise est presque à la mode en ce moment. Il y a 2 ans, le Japon était pays invité au Salon du Livre. Donc tout le monde veut quelque chose de vous, les Français. Alors accordez un peu d'attention à la Roumanie, c'est exceptionnel. Et je vous remercie en mon nom, vu que je suis aussi français, parce que j'ai la double nationalité. Donc, une association comme Rhône-Alpes Roumanie, et qui fait en plus une vingtaine d'années d'activité, c'est vraiment d'une grande importance.
Et c'est un travail de fourmi, en effet, que ces associations qui sont nombreuses en France font pour que la visibilité de la Roumanie augmente un petit peu, ou son image, je dis pas qu'il faut embellir l'image de la Roumanie, non, il faut la nuancer, c'est tout. C'est-à-dire voir un peu l'ensemble, tout, si possible. Et puis je voudrais vous remercier à vous parce que vous avez accordé aux auteurs roumains énormément de votre temps, de votre énergie, de votre talent, et vous les avez aidés à vivre un tout petit peu dans ce monde où être auteur, ça veut dire que tu es presque rien. Avoir du talent aujourd'hui, c'est presque le premier étage invisible d'une démarche, parce qu'après avoir écrit un livre, il faut encore se battre pour que ce livre puisse survivre ou flotter, disons, à la surface des vagues éditoriales qui arrivent. Donc vous avez écrit beaucoup sur la littérature roumaine, et je ne peux pas vous dire à quel point beaucoup de Roumains, auteurs comme moi, ont sursauté avec un plaisir énorme et avec beaucoup de reconnaissance lorsque vos chroniques ont été éditées ou publiées sur votre blog ou dans les revues, voilà, et aussi dans certains de vos livres. Et puis, sur moi, 2-3 choses. Je suis un auteur qui a eu un peu de chance dans sa vie. D'ailleurs, très souvent, je parle de hasard et de la chance comme un élément mystérieux, une dimension que on ne peut pas quantifier, on ne peut pas la placer. Il y a des auteurs qui n'ont pas trop de la chance, ou enfin un peu de la veine, comme on dit, je ne sais pas, et d'autres qui ont eu au bon moment de bonnes rencontres. Jamais dans ma première jeunesse, je ne pensais qu'un jour j'allais écrire en français. En plus, manque de chance, j'avais commencé, ma première langue étrangère, ça a été la langue allemande. Et j'évoque ça parce que c'est anecdotique presque. Au moment où j'ai commencé le premier jour du collège, je devais choisir entre le français et l'allemand. Ma mère m'avait dit à la maison, fais attention, va et choisis le français, si on te propose. Et puis, quand je suis arrivé à l'école, j'ai vu que la prof d'allemand était belle et jeune et très sympathique, tandis que la prof de français, c'était une dame qui était un peu plus sévère, un peu plus... Et moi, je me suis dit, finalement, à 12 ans ou à 11 ans, c'est le prof qui compte, c'est pas la langue, en effet. Alors, je choisis l'allemand. Et pendant 8 ans, je me suis tapé la langue allemande, qui est difficile à retenir. Si on ne pratique pas l'allemand, on l'oublie. Donc, bon, et puis, je continuais au lycée avec l'anglais et je me suis retrouvé à la fac, à Bucarest, bizarrement, en dehors d'une bonne connaissance du français. Mais comme tout Roumain qui a en soi déjà, par le code génétique de la Roumanie et la culture française, je savais déjà beaucoup de choses sur la France, parce que comme tout élève roumain, et je répète parce que c'est intéressant, dans les années 70, il avait une présence française extrêmement forte en Roumanie. Donc comme chaque élève roumain qui s'intéressait un peu à la lecture, j'ai lu en traduction les grands classiques français, qui étaient traduits et publiés abondamment, qu'on les retrouvait dans les bibliothèques roumaines. Et je vous dis, dans la petite bibliothèque de ma ville natale, au fin fond de la Roumanie, à Radaoutz, il avait tout. On trouvait là la grande littérature française en traduction, des livres sur la France, énormément de livres sur la France, sur l'histoire de la France, sur les courants artistiques, sur d'autres, je ne sais pas, des personnalités françaises. Et en plus, ça continuait. On traduisait beaucoup. Donc, même sans savoir, sans connaître la langue française, à cette époque-là, on pouvait s'imprégner de ce que j'appelle la culture française, la grande culture française. Mais il y avait aussi deux autres dimensions qui sont importantes. La musique, parce que la musique française était très, très, très présente. Chaque jour, j'écoutais de la musique française à cette époque-là.
vous savez bien comment c'est important de s'ouvrir l'oreille vers une langue étrangère grâce à la musique. Et le cinéma, c'était la grande époque du cinéma français, la nouvelle vague. Et chaque semaine dans ma ville natale où il y avait 2 cinémas, aujourd'hui, vu qu'on se mondialise, on se globalise et on se modernise, il n'y a aucun cinéma, aucune salle de théâtre à Radaoutsi. Mais à cette époque-là, il y avait 2 salles de cinéma, pas 2 salles de cinéma, et en été, il y avait aussi des écrans en plein air. Et je voyais un film français par semaine, vraiment. Donc voilà dans quel contexte j'ai appris à aimer la France, je me suis imprégné par la culture française, et d'autant plus que j'écrivais moi aussi des poèmes, j'étais plus curieux que d'autres, donc je lisais presque tout ce qu'on traduisait à cette époque-là. Et on traduisait le nouveau roman français, on traduisait Nathalie Sarraute, on traduisait Sartre, Camus, pour ne pas parler Louis-Ferdinand Céline, d'autres auteurs, Modiano ou Michel Tournier. J'avais lu très vite, je pense qu'on avait traduit un roman Vendredi ou les lames du Pacifique, mais quel livre! Et d'autres, et d'autres. Un jour, je me suis retrouvé à Bucarest, voilà, avec ce dilemme. Je connaissais tellement de choses sur la France, sauf la langue. Donc je suis allé apprendre un peu de français à l'université populaire pour avoir quelques éléments de prononciation, mais je n'ai pas trop approfondi la prononciation non plus. C'est une fois arrivé en France que j'ai été obligé de foncer. Et puis je parle quand je parle. Maintenant c'est trop tard pour corriger quoi que ce soit, mais chose étrange, je peux dire qu'au moment où je suis arrivé en France, je savais lire, mais pas parler. J'ai eu besoin de quelques mois pour me lancer. Voilà, derrière cette histoire, c'est l'histoire du rayonnement français dans les pays de l'Europe de l'Est dans les années 50, 60, 70. Et c'est intéressant aussi, si vous voulez encore un élément historique, malgré le fait que les régimes communistes, on peut le dire totalitaire, le communisme d'État, comme vous voulez, de l'Europe de l'Est, bien sûr que pratiquaient une certaine censure, bien sûr qu'il y avait des barrages, on ne traduisait pas quand même tout, on traduisait Sartre, mais on ne traduisait pas Raymond Aron, par exemple, parce que ça ne convenait pas, la critique qu'il faisait du marxisme, ce n'était pas la bonne pour l'entendre là-bas, quoique ces livres circulaient quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, pour les pays de l'Europe de l'Est et pour les régimes, la France n'était pas quand même placée dans la catégorie maudite des pays capitalistes. Vu que le général de Gaulle avait sorti la France de l'OTAN, vu que la France avait un rôle d'indépendance politique et géopolitique entre les 2 blocs qui s'affrontaient, on était en pleine guerre froide, mais entre le bloc soviétique pur et dur et entre le bloc américain et anglo-saxon plus pur et dur, ou entre le pacte de Varsovie qui réunissait un pacte militaire, pour ceux qui ne le savent pas parce que ça n'existe plus, voilà, les pays de l'Europe de l'Est, et la Roumanie d'ailleurs, et l'OTAN, il avait la France avec un jeu particulier. Et du coup, par ce positionnement géopolitique, même la culture française était plus traduite et circulait plus, je pense, que la littérature de certains autres pays occidentaux. J'imagine que c'était une raison. Mais vraiment, je n'ai jamais été frustré en Roumanie de ne pas avoir accès à la culture française, même à l'époque où Ceausescu devenait fou, furieux et mégalomane. Voilà. Et pour l'anecdote, et pour finir cette première partie, justement à l'époque où Ceausescu était devenu un personnage presque ubuesque, à côté, au Théâtre National de Bucarest, on jouait, il y avait un spectacle qui passait 2-3 fois par semaine, c'était Caligula du Camus. Donc même en pleine folie politique, on pouvait encore, par la culture, respirer de l'oxygène, de l'air frais, et qu'on dirait s'engager dans une sorte de résistance culturelle pour dire stop au lavage de cerveau.
Mais relancez-moi parce que je suis capable de plonger dans mes mais souvenirs. Et puis, je vous laisse faire volontiers parce que tout ce que vous dites est passionnant. Donc, merci de ce que vous avez déjà dit. Vous avez déjà répondu à presque toutes les questions que je voulais poser. Simplement, oui, vous avez dit j'ai appris à lire le français, pas tout à fait à le parler quand vous êtes arrivé en France, et à l'écrire. C'est-à-dire que vous avez décidé d'écrire en français. Oui, ça c'est Comment, différent. pourquoi, peut-être quelles difficultés avez-vous eues, je ne sais pas. Si... C'est vrai que je suis arrivé en France avec une frustration qui est celle de beaucoup d'auteurs qui viennent de l'Europe de l'Est ou de certains autres pays, et de toute façon avec un complexe culturel qui était très répandu et qui n'est pas encore tué, quoique les choses ont changé. On a toujours eu cette impression dans les pays de l'Europe de l'Est, et ce n'est pas que mon cas. Si vous parlez vraiment avec un auteur serbe ou hongrois, ou peut-être moins les Polonais, mais si vous parlez avec un Bulgare, ou avec un Albanais, ou avec un Croate, ou, enfin, ils vont vous dire la même chose. À partir de, je ne sais pas, de siècles des Lumières, l'Europe a eu, on peut les appeler aujourd'hui dans le langage globalisé ou moderne, l'Europe a construit ses routes de l'information et de la culture. Mais ces routes étaient à sens unique. C'est-à-dire que ces routes, ces autoroutes, si vous voulez, partaient de certains centres qui sont en Italie, qui sont en France, surtout à Paris, en Allemagne, et ces autoroutes de l'information et de la culture allaient vers les pays de l'Europe de l'Est. Mais c'était à sens unique. Pendant presque, je ne sais pas, 2 siècles, un peu plus peut-être, la culture a fonctionné de cette manière là-bas, de cette manière. C'est-à-dire, il y a l'Occident qui a approvisionné, pour utiliser un mot assez mercantile, qui a envoyé là ses auteurs, ses langues, ses images, ses idées, ses révolutions. On peut expliquer ça, et c'est expliqué déjà, mais ça crée un réflexe. C'est-à-dire que pour essayer de remonter toi-même et proposer quelque chose, c'est un peu comme l'autoroute. Imaginez que vous prenez un contresens. Alors là, la navigation est difficile. Déjà, il faut faire attention de ne pas être écrasé par la quantité d'informations et d'images et d'objets qui viennent vers toi. Voilà, slalomer. Ensuite, il y a une question, la barrière de la langue. Ensuite, il faut vraiment proposer quelque chose susceptible d'étonner ou de capter l'attention d'un espace qui a déjà le réflexe de donner, moins de recevoir. Dans ce contexte-là, oui, l'Arménie a accéléré, c'est sûr, comme d'autres pays, son intégration culturelle, et à partir de, je ne sais pas, au début du XXe siècle, l'Arménie était déjà prête à envoyer son avant-garde en France et ailleurs, ce qui a été déjà fait. On avait encore en Roumanie, comment dirais-je, des contradictions incroyables, une paysannerie qui était, voilà, dans une situation terrible. On a eu une révolte en 1907 en Roumanie, incroyable, où le régime a tiré avec les canons dans les paysans. Mais en 7 ans plus tard, ou 9 ans plus tard, en 1916, l'Arménie a envoyé Tristan Tzara à Zurich et lancé le mouvement Dada. En 1920, l'Arménie avait une génération d'avant-gardistes. Certains sont venus en France, certains sont restés là-bas. L'Arménie a attrapé vite, mais arriver à proposer quelque chose, ce n'était pas du tout facile, vu, voilà, ce réflexe. Alors, la seule manière, c'était venir, s'installer en France, adopter la langue française et se fondre dans la culture française. Ce que presque tous les Roumains ont fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que Panaïtis Strati, dont on parle très souvent, et là je salue quelqu'un qui est très impliqué dans
comment dirais-je, dans cette opération pour relancer l'association des amis de Panaïtistrate. Panaïtistrate, il est arrivé en France, il a commencé à écrire en français, à sa manière. Lorsqu'il trébuchait sur un mot, c'est pas grave, il l'utilisait en roman. Mamaliga ou Konak ou je sais pas, Yatak ou d'autres, ce sont des mots romans qu'il a introduits en français. Tristan Tzara, il a écrit ses poèmes en français. Un peu plus tard, je ne sais pas, Ionesco, vous savez bien, Sioran, vous savez bien. Gerasim Luca, il a écrit une merveilleuse poésie en français. Il a une seule exception dans ce paysage-là. Et là, je suis très étonné de voir que seulement Mircea Eliade, il a continué à écrire ses histoires. C'est un roman, mais il est présent avec ses livres. Vraiment, dans chaque librairie, il y a les œuvres de Mircea Eliade. Ça, parce qu'il a réussi à fasciner avec sa vision de l'Extrême-Orient. Parce qu'il faut le dire aussi, les pays occidentaux se bloquent lorsque on leur parle de l'Europe de l'Est. C'est un espace mystérieux, bizarre, qui n'excite pas trop ni la curiosité, ni l'intérêt. C'est-à-dire que la France ou la critique française ou les éditeurs français ont été à un moment donné fascinés par la littérature latino-américaine. Il y a eu une vague qui est arrivée. Il y a eu des moments où, par exemple, la littérature nordique, surtout le roman policier, en ce moment, ça fascine le public. Le Japon, ça a été, mais depuis 2 siècles, la France a des rapports intéressants avec le Japon. Pour ne pas parler de la littérature américaine et anglaise. La France, les éditeurs, le grand public restent fascinés par la littérature russe, qui a une présence très forte dans les librairies, dans les maisons d'édition. Mais lorsqu'on parle de l'Europe de l'Est, on dirait, et ce n'est pas une critique, c'est une observation un peu ironique, mais sans méchanceté, on dirait que les éditeurs préfèrent un auteur par pays. C'est plus simple de les vendre et de comprendre. Donc, pour la République tchèque, on a Kundera, et c'est bon. Pour l'Albanie, on a Ismail Kadare, ça suffit. On a déjà pour les Roumains, on a 3 auteurs, Sioran, Ionesco et Eliade, mais c'est déjà trop. C'est comme si on offrait même. Pour la Bulgarie, bon, récemment, il y a Christophe Boïchev, un auteur dramatique qui a eu un peu de succès. Pour d'autres pays, en ce moment, pour l'Ukraine, on a Andrei Kurkov, qui est bien placé, quoi qu'il est un Russe qui vit en Ukraine. Donc, il y a ce blocage, ce barrage, et je suis arrivé en France avec ce complexe, c'est-à-dire, je savais que je devais convaincre et entraîner dans le combat plus de force que, je ne sais pas, un Français normal qui veut écrire, un auteur français qui se lance dans la bataille littéraire. Et d'ailleurs, je me rappelle, il y avait des moments dans ma jeunesse, quand j'étais jeune auteur, je fais partie d'une génération qui a beaucoup bataillé pour imposer une poésie très, très, très intéressante, la génération 80. J'étais à une époque tous les jours au resto de l'Union des écrivains à Bucarest et j'ai vécu la vie littéraire avec ses angoisses, mais son combat, avec le désir de contourner la censure, de publier des poèmes incroyables, susceptibles de démolir le système. Donc on était lancé dans cette opération-là, démolir par la parole, par l'allusion, par l'ironie, par la métaphore. Et on pensait que même le communisme ou le totalitarisme ou la bêtise peuvent être démolis par la littérature. Donc on était encore jeunes et combatifs. Et de temps en temps, on picolait à la maison, là, au resto de l'Union des écrivains, on se disait, tiens, comme on est formidable. On est vraiment les plus... T'es génie, quoi. Ta poésie, ta prose, ton théâtre, c'est incroyable. C'est vraiment le meilleur. Formidable. Et pourtant, personne ne viendra jamais de l'extérieur nous découvrir, nous traduire et nous aider à être mieux connus à l'extérieur. Ça, c'était une certitude, parce que les traductions étaient contrôlées par l'État. Ceux qui partaient
avaient chacun un destin individuel. Et les maisons et les éditeurs qui voulaient traduire et publier des romans, enfin, des auteurs romans un peu non conformistes, étaient bloqués par les autorités, qui n'empêchent, faisaient la promotion de certains auteurs. Mais... Alors, la seule solution, c'était le départ. Et c'est à cette époque-là, en 82, 83, 84, que je me suis dit, je vais partir. Il faut absolument que je parte. Parce que je me disais, même si la Roumanie devient ou était le pays le plus démocratique du monde et la plus... Il me faut une expérience occidentale et il me faut aussi une langue de circulation internationale susceptible de porter ma parole d'une autre manière que la langue roumaine. Donc ça a été un programme à partir de 83-84 pour moi. Et au moment où je suis arrivé en France en 96, je me suis dit, voilà, maintenant, Matei, tu retournes à l'école, tu prends 3, 4, 5 cahiers, 3, 5, 4, 6, 10 stylos et tu commences. Je suis, tu es. Voilà, je mange, toi, tu manges. Et puis il y a le subjonctif qui est une bizarrerie. Et puis, je recommençais avec beaucoup d'humilité à replonger dans une autre vie, dans une autre langue, dans une autre discipline, dans une autre manière d'écrire, parce que très vite j'ai commencé bien sûr à traduire mes pièces du roumain en français, mais très vite j'ai commencé à écrire directement en français. Très vite, ça veut dire après 3 ans de travail de ce type-là. En 87, en septembre, j'étais donc déjà à Paris. En 91, je commençais déjà à écrire mes premières pièces en français. C'était un pari. Pour moi, c'était essentiel pour survivre. Et aussi, j'ai découvert des choses intéressantes au moment où j'ai commencé à écrire en français. J'ai découvert que mon écriture changeait. Pas moi. Je voulais dire, je voulais partir presque de la même manière, c'était les mêmes sujets qui me hantaient, qui m'obsédaient. Mais le style changeait parce que la langue française impose quand même sa patte, sa marque. Alors j'ai commencé à écrire différemment mes pièces d'une manière plus construite. J'analysais beaucoup plus la courbe dramatique d'une pièce, le moment où je devais construire les scènes, comment enchaîner, comment construire une situation dramatique forte, comment laisser plus de place au silence, même dans certaines pièces. Et puis essayer de dire beaucoup de choses avec peu de mots, ça c'est intéressant aussi, donc c'est un exercice stylistique. Et voilà comment j'ai construit une deuxième étape de ma vie, l'étape francophone, qui continue et qui m'ouvre encore cette voie d'humilité devant une langue que je vais approfondir jusqu'à la fin de ma vie. Et ça, c'est un contraste total avec la manière dont je traitais la langue roumaine. La langue roumaine, c'était ma servante. Alors je le dis, coucher. Alors là, tu m'apportes ça et tu fais. Et là, tu te déshabilles, et là, tu t'habilles, et là, tu fais. Voilà, et je pouvais la transformer, l'inventer à tout moment, l'obliger à m'obéir. J'étais roi. Et la langue roumaine était ma servante. Et en français, c'est moi, le porteur du plateau, qui arrive et qui essaye de capter encore une nuance, et c'est la langue française qui parfois me donne, parfois ne me donne pas, parfois m'accepte, parfois m'embrasse, parfois me repousse. C'est une danse presque érotique avec cette langue française qui, elle se cache toujours, elle est mystérieuse encore pour moi, elle s'ouvre bien sûr, je suis allé assez loin, et pourtant jusqu'à la fin de ma vie, je sais qu'il y aura des plages, des espaces qui me seront fermés parce que j'ai commencé tard cette danse, voilà, cette relation amoureuse avec la langue française, et c'est très bien comme ça parce que c'est une autre attitude que j'ai par rapport à l'écriture, par rapport à la langue, par rapport au rôle des mots. Et toutes les pièces que vous voyez ici sont écrites d'abord en français et après, chose paradoxale, je traduis moi-même en roman, sauf les romans, oui, qui sont écrits en langue roumaine. Parce que
aussi, je n'ai pas voulu rompre avec la langue roumaine. Et ça a été pour moi un dilemme énorme. Très souvent, je me disais en 92, 13, 14, mais qu'est-ce que je fais? Je fais comme Sioran, c'est-à-dire je coupe et je plonge que dans la langue française ou... Et puis j'ai eu une fille, et puis j'ai commencé à discuter avec d'autres familles, et puis j'ai découvert quelque chose de très intéressant, que les familles bilingues, disons lui français, elle roumaine, pour faire apprendre d'une manière très facile la langue, les deux langues aux enfants, ont une stratégie de ce type-là. Disons que si le père est français, il ne parle qu'en français à son enfant. Si la mère est roumaine, elle ne parle qu'en roumain. Et dans la tête de l'enfant, les deux langues s'associent à deux univers émotionnels, et l'enfant ne fait jamais des fautes, ne mélange jamais les mots. Il a deux émotions, deux parents, deux langues, deux visages, deux rapports, et ça se passe très bien. Des enfants bilingues qui poussent d'une manière naturelle sans être frustrés, écrasés ou angoissés. Alors je me suis dit, voilà, c'est mon cas, j'ai deux amours, la langue française et la langue roumaine, deux pays, deux images émotionnelles, deux parents, deux ailes. Alors j'ai continué à écrire de la prose et de la poésie en roumain et du théâtre en français, et ça marche. Et si vous nous donniez un exemple de votre écriture? Je pourrais très bien vous lire deux, trois petits morceaux. Je vais commencer avec un poème. Je vais commencer avec un poème parce que je parlais tout à l'heure de ce que j'appelle cette littérature de la résistance qui m'intéressait tellement, qui m'a formé presque avec ma génération à cette époque-là. On lisait les poèmes chaque semaine. À l'époque où j'étais étudiant, je fréquentais 2-3 cénacles littéraires parfois par semaine pour écouter de la poésie, pour lire. Et on essayait, bien sûr, par nos poèmes, de secouer le système. Et c'était un langage codé. Et à la fois, ça passait. Et parfois, on arrivait à publier nos poèmes. Et on croyait que vraiment, vraiment, par notre littérature, on allait vaincre le mal. Et en bonne partie, on a réussi au moins à ne pas généraliser le lavage de cerveau. Ça a bloqué, à mon avis, la culture, la littérature, cette agression terrible de la pensée unique, de l'idéologie unique, ainsi de suite. Alors, à cette époque-là, j'ai eu un grand succès avec un poème qui s'appelle Le Navire, que j'ai réussi à publier même dans une revue, dans la revue de l'université à Bucarest qui s'appelait Conviction communiste. Ça, c'est très intéressant. Alors, le navire. Le navire coulait lentement, nous disions. Et qu'est-ce que ça fait qu'il coule le navire? Et puis nous disions, tous les navires coulent un jour, et nous nous serrions la main en guise d'adieu. Mais le navire coulait si lentement qu'au bout de 10 jours, nous, ceux qui nous étions serrés la main, nous regardions encore honteux, et nous disions, ce n'est rien. Juste un navire qui coule plus lentement, mais il finira bien par couler, voilà. Mais le navire coulait si lentement qu'au bout d'un an, nous avions encore honte, nous, ceux qui nous étions serrés la main. Et chaque matin, nous sortions un par un, nous mesurions l'eau. C'est pour bientôt. Il coule lentement, mais sûrement. Mais le navire coulait si lentement qu'au bout de toute une vie d'homme, nous sortions encore un par un et nous regardions le ciel et nous mesurions l'eau et nous grincions des dents et nous disions, ça, ce n'est pas un navire. Ça, c'est, bon, c'est pas marqué ici de la merde, mais il a 3 points. Voilà un poème qui, à cette époque-là, était un poème hautement politique, un poème, une fable, voilà, philosophique, je sais pas. Mais difficile à censurer, je pourrais même dire incensurable. Je l'ai publié un peu partout avec d'autres poèmes et ça faisait rire. Et puis, pour nous, c'était clair, le navire, on attendait tous que ce navire coule. Et il faut dire qu'au moment où je quittais la France, j'étais sûr que ce navire allait flotter encore comme en Corée du Nord. Beaucoup. Mais bon, finalement, il s'est passé une chose incroyable.
Mais je me rappelle une fois, et ça je le dis assez souvent, j'avais lu ce poème dans un lycée. Je parlais aux élèves un peu des rapports Est-Ouest, un peu de la manière dont des générations d'auteurs écrivaient à cette époque-là dans le système totalitaire. J'ai lu ce poème sans les préparer trop. Et j'ai posé la question ensuite, dites-moi, ça vous évoque quoi ce poème? Et là, une fille qui m'a dit, tout de suite, elle a levé les deux doigts et dit, ah, monsieur, c'est un poème écologique. Et j'étais très content parce que voilà, l'actualité de mes... Enfin, l'actualité rattrape, où mon poème arrive à, voilà, à naviguer. Il navigue dans le contexte. C'est ça. Parce que les élèves, ils savent qu'il se passe quelque chose avec cette planète, que ça coule, qu'on va finir par la détruire si on continue. Alors, elle a vu ça. Je pourrais vous lire 2-3 morceaux d'un autre travail que j'ai fait. J'ai écrit une pièce en 92-96, il y a eu cette guerre dans les Balkans, terrible d'ailleurs. Et j'ai voulu essayer d'expliquer un petit peu au public français ce que les Balkans représentent. Bon, en général, le Balkan, depuis quelques siècles, on considère que c'est la poudrière. On dit ça, la poudrière des Balkans. Bon, disons que l'Occident a produit de la guerre à grande échelle pendant 1000 ans, et on ne l'appelle pas une poudrière. Et dans les Balkans, parce que les Turcs étaient là, il y avait des révoltes contre les Turcs très souvent, du coup on l'a appelé la poudrière. Il faut dire aussi que l'Occident n'a pas eu la conscience que cette partie fait partie de l'Europe, que ces régions, la péninsule balkanique fait vraiment partie de l'Europe. Napoléon Bonaparte, il était à Moscou en 1813, c'était, non, 12, voilà. En 12, il était à Moscou, très furieux que le tsar ne voulait pas faire la paix avec lui. Il a écrit une lettre à Paris, furieux, je ne sais pas à qui, où il disait beaucoup de mal de ce tsar-là. Il disait, et en plus, moi j'ai voulu lui offrir la Moldavie et la Valachie. Donc pour Napoléon, des pays comme la Moldavie, la Valachie, la Serbie, je ne sais pas, la Macédoine, c'était des petits morceaux de terre, on prend ça aux Russes, on donne ça aux Turcs, si ils se portent bien, voilà, ou voilà. C'est pour redistribuer les cartes. Heureusement que Napoléon III, il a une vision plus claire, hein, et c'est grâce d'ailleurs à la diplomatie française et à Napoléon III que les deux pays, la Valachie et la Moldavie, ont créé ce qu'on a appelé le royaume de la Roumanie au milieu du XIXe siècle, et on a échappé comme ça à la redistribution rapide. Donc expliquer les Balkans aux Occidentaux, parfois, ça marche mieux si on écrit une pièce que si on explique, on fait, je ne sais pas, l'histoire. Voilà. Alors, ça va durer peut-être 5-6 minutes. C'est une scène où il y a deux femmes. C'est une femme qui a été violée en Bosnie et une Américaine qui fait de l'humanitaire. Et bon, à un moment donné, elles se lâchent, elles boivent ensemble. Et Dora, qui est la femme des Balkans, essaie d'expliquer à l'autre, à l'américaine, ce que ça veut dire les Balkans. Elle dit comme ça. Les tziganes, les tziganes, je les aime bien. Je n'ai rien contre eux. Allez, tziganes, chante-moi quelque chose. Non, les tziganes, c'est sympa, ça vient de loin. Ils ont à la fois quelque chose de mystérieux et de gai. Mais ils sont quand même que des voleurs. Il faut se méfier. Ils volent des chevaux, des moutons, des poules, des enfants. Vraiment, trop, c'est trop. Et en plus, ils nous volent maintenant notre folklore sacré, nos plus belles chansons qu'ils sortent sur des CD en Occident. Ils gagnent des millions de dollars. Ils vont picoler, ils vont écouter la musique tzigane. Et ensuite, on va aborder une autre nationalité, les Albanais. Ah, les Albanais, les pauvres, je les aime bien.
J'ai eu un collègue albanais du Kosovo à la fac, il était silencieux, discret, économe, il est sorti chef de promotion. C'est sympa les Albanais, surtout ceux du Nord qui sont des catholiques. Non, non, les Albanais, je n'ai rien contre eux. Ils sont peut-être le peuple le plus vieux des Balkans. Mais dans l'Europe d'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'ils sont quand même les derniers de la classe. Enver Hoxha les a vraiment foutus dans un sacré pétrin. Heureusement qu'on leur a envoyé de la bouffe. Ils ont été les clients de tout le monde, les clients des Yougoslaves, des Soviétiques, des Chinois, pour se fâcher ensuite avec tout le monde. Et maintenant, ils sont tous des irrédentistes. Ils ne pensent qu'à se rattacher le Kosovo comme si ça pouvait les tirer d'affaire. Et là, on voit encore un petit peu. Les Bulgares. Alors, les Bulgares sont formidables. Les Bulgares, c'est bien. C'est de très bons jardiniers. Ma mère n'achetait ses légumes que chez son marchand bulgare. T'as vu les cornichons qu'ils ont? Et le yaourt? C'est pas rien ça, le yaourt bulgare, c'est imbadable. Le goût bulgare et les roses. Ça, c'est vraiment formidable. Leur confiture de pétales de rose. T'as jamais goûté ça? C'est vraiment bon. Moi, j'aime bien les Bulgares. Mais il ne faut pas oublier que c'est des frustrés quand même. Ce sont eux qui ont déclenché la guerre balkanique de 1913. Ils voulaient avoir un pays plus grand que leurs besoins. Ces Bulgares, ils voulaient avoir toute la Macédoine pour faire pousser là leurs cornichons. Et même aujourd'hui, ils disent que les Macédoines sont des Bulgares. Ils ont bulgarisé les noms de tous les Turcs qui habitent chez eux. C'est ça les Bulgares. Avec eux, ça marche seulement si tu les remets à leur place. Santé. Et on va encore un petit peu. Les Turcs. Les Turcs, moi, je les respecte, les Turcs. Les Turcs, ça reste une force. Un pied en Asie, un pied en Europe. Les Turcs, ça reste incontournable. Je suis allé cet été à Istanbul. C'est fou ce que tu trouves là. Ça reste un grand empire. Les Turcs, d'ailleurs, c'est avec eux que nous faisons maintenant des affaires. Car les Français, les Italiens, les Anglais, ils sont loin. Ça leur prend trop de temps pour venir jusqu'à chez nous. Non, les Turcs, ils sont très travailleurs. Tu as vu combien il y en a en Allemagne? Et ils travaillent tous. Il y a 4 millions de chômeurs en Allemagne. Mais les Turcs qui sont là, ils ont tous trouvé du travail. Vraiment, il y a quelques mois, un Turc a ouvert une boulangerie à côté de chez moi. Maintenant, je mange du pain turc et c'est bon. Les Turcs, ils reviendront peu à peu dans les Balkans. Tu verras, moi, je n'ai pas d'amis turcs, mais pourtant je les respecte, les Turcs. Mais je n'aime pas qu'ils prennent quand même la place de nos boulangers. Ah, c'est fou, on dirait que nous, on n'est plus capable de faire du pain. Et là, ils arrivent maintenant pour nous montrer comment il faut faire le pain. Moi, j'aime pas ça, qu'ils reviennent là avec leur foutu four électrique qu'ils ont acheté à l'Ouest avec notre argent. Car c'est quand même les Turcs qui nous ont spoliés pendant 4 siècles, même 5, et à part ça, ils ne sont même pas des Européens, les Turcs. Mais on les a déjà reçus dans l'Alliance Atlantique et tu verras qu'ils vont entrer avant nous dans l'Union Européenne. Et on voit encore un petit peu les Juifs. Ah, les Juifs. Ah, j'aime bien. Les Juifs, je l'aime pas vraiment. J'ai des amis juifs, des voisins juifs. Quand j'étais gosse, j'ai joué avec les enfants de juifs du quartier. C'est ça. Moi, je trouve que c'est dommage que les Juifs soient partis peu à peu de chez nous. Dans ma ville natale, entre les deux guerres, il y avait 5000 Juifs, 5000 Allemands, et nous, on était seulement 4000. Tu te rends compte? Moi, je pense que c'était pourtant bien. Les Juifs, ils étaient tous des commerçants, des intellectuels. Mon prof d'histoire au lycée était juif. Le dentiste où m'amenait ma mère était juif. Quand j'ai commencé à prendre des leçons du violon, la dame chez qui on allait était juive. Et ensuite, ils sont presque tous partis en Palestine. Non, les Juifs sont des gens très bien. Et en plus, où ils s'installent, l'économie fleurit. Mais il faut quand même pas oublier qu'ils ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. Et de toute façon, dès qu'ils ont vu que le communisme ne marchait pas à l'Est et qu'on y vivait de plus en plus mal, ils sont partis en masse, malgré le fait qu'ils avaient la nationalité. Cheers, santé. Et on voit encore un petit peu. Allez, Serbes, allez, Serbes.
Moi, j'aime bien les Serbes. J'aime bien les Serbes. Ma femme est d'ailleurs serbe. Parmi les Slaves des Balkans, les Serbes sont les plus farouches. Ils ont cette âme de la première heure, ce côté sauvage qui fait trembler l'histoire. Les Serbes, ça a un charme fou car ils sont malheureux de nature. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont aussi des sacrés fêtards et des sacrés révoltés, car c'est un malheur ancestral qu'ils portent dans leur tripes. Oui, les Serbes, ils ont du sang chaud et ça leur brûle la peau. Les Serbes, ils doivent être toujours en mouvement, toujours agités. Je te jure, ma femme est serbe. Les Serbes, ils sont beaux dans leur délire sans fin. Mais parfois, ils exagèrent quand même. À vrai dire, ils exagèrent tout le temps. Ils n'ont pas de limites, les Serbes. C'est des nationalistes pur sang, c'est des vrais fous. Ils ne pensent qu'à leur empire perdu du XIVe siècle, à leur Étienne Duchamp. D'ailleurs, depuis, ils n'ont pas fait grand-chose. Des éleveurs de porc, quoi, qui rêvent maintenant d'une grande Serbie. Moi, les Serbes, j'en ai ras la casquette. D'ailleurs, mon ex-femme qui était serbe m'a quitté pour un putain de Serbe, pour une putain de bonarien de sa race. Les Croates. Vous résistez encore? Parce que nous sommes nombreux dans les Balkans. C'est une mosaïque terrible. Alors les Croates, j'aime bien les Croates. C'est beau chez eux. C'est presque, c'est propre. C'est impressionnant. Tu as vu la cathédrale qu'ils ont à Zagreb? Les Croates, ça se voit qu'ils sont des catholiques. Ça se voit qu'ils ont côtoyé la civilisation latine, la latinité, le pape, l'esprit de Venise. Les Croates, ça a l'âme fine, affinée. Ils sont comme la mer Adriatique. Ils ont de l'ouverture, ils voient loin. C'est des Slaves occidentalisés, quoi. Ils ont bien fait de foutre en l'air les caractères cheldiques et d'écrire avec des caractères latins. Ça leur a fait faire un bond de 100 ans en avant. Non, les Croates, je les connais bien. Ils sont nos frères jumeaux. Mais tu sais, personne ne te frappe plus méchamment que ton frère. C'est comme ça les Croates. Ils te frappent dans le dos. Ils trahissent tout le temps. Tu as vu ce qu'ils ont fait en 1941? Ils sont tous passés du côté des nazis. Tous, enfin, tous sauf Tito. C'est ça les Croates. Tous des Ustachis. Et même maintenant, ils s'acoquinent toujours avec les Allemands. C'est là leur vraie patrie. Oh les Croates, à la nôtre, allez on va. Tam, les Grecs. Ah, les Grecs. Oh là là, les Grecs. Ah, c'est château, les Grecs. Avec les Grecs, on peut vraiment s'éclater. Tu vois comme ils jouent le sirtaki. Ils sont fous, les Grecs. Ils sont beaux, les Grecs. Les Grecs, dès qu'ils deviennent ton ami, le Grec, ils te donnent tout. Ils ont laissé pas mal de traces dans l'histoire, les Grecs. Ils ont quand même posé les bases de la civilisation. Mais tu sais, les Grecs d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les anciens. Les Grecs d'aujourd'hui, ils se croient les descendants des Grecs de Périclès. Mais ça me fait rire. Tu as vu la tenue de leur garde nationale, c'est du folklore. Ah, les Grecs, c'est Phanariote, cette nation de marchands sans scrupules. Ils se construisent maintenant des autoroutes avec l'argent de l'Union européenne. Encore un peu de musique, encore un peu d'alcool. Les Hongrois. Il y a des Hongrois dans la salle parce que c'est fort là. Alors là, j'aime bien les Hongrois. Ils sont très originaux, les Hongrois. Tu as vu la langue qu'ils parlent? Ça ne ressemble à rien. Tu ne comprends pas un mot. C'est pas du latin, c'est pas du slave, c'est pas du grec, c'est pas du turc, c'est pas de l'allemand. C'est du hongrois. C'est ça les Hongrois. Ils ne ressemblent à personne. C'est des insoumis, c'est des dominateurs. Tu as vu comme ils ont osé se révolter en 1956 contre Moscou? C'est fou. Ils voulaient foutre en l'air le communisme de 1956. Ils ont eu un sacré culot, ces Hongrois. Ils l'ont payé cher et pourtant, tu as vu après, ils ont vécu quand même mieux que nous. Même sous Kadar, plus de liberté, plus de petits commerces, preuve que le grand frère soviétique avait plus de respect pour le petit frère hongrois que pour les autres petits frères. C'est ça les Hongrois. Viril historiquement. Mais des profiteurs aussi, des mégalos aussi, les valets des Autrichiens,
Qu'est-ce qu'ils croyaient, ces Hongrois? Que leur empire bicéphale, que leur empire Autriche-Hongrie allait durer 1000 ans? C'est leur arrogance impériale qui les a perdus. C'est la démesure, c'est... Et je vous jure que ce sont des choses que j'ai cherchées. Ce n'est pas des inventions. J'ai cherché dans des documents, dans la littérature, dans les clichés que les nationalités se jettent à la figure. Et je finis avec les Roumains. Ah, les Roumains. Ah, j'aime bien les Roumains. Parce qu'on ne sait pas très bien dans cette pièce, Dora, est-ce qu'elle est des nationalités multiples? Bosniaque, ça veut dire quoi? Croate, serbe, donc elle peut se mettre dans la peau de chaque nationalité. Il dit les Romains, alors les Romains, c'est le seul peuple latin dans la région. Tu as vu quand ils parlent, on dirait du français. Et entre les deux guerres, Bucarest, tu sais comme on l'appelait le petit Paris. J'aime bien les Roumains. Et en plus, ils sont nombreux, et les Roumains, c'est fou quel succès. C'est fou quel succès ont maintenant les putes roumaines en Turquie. Même les nôtres, maintenant, ont commencé à prendre le roumain pour passer pour des Roumains à Istanbul. J'aime bien les Roumains, mais ils sont un peu trop fatalistes quand même. Et des vraies girouettes, toujours du côté des vainqueurs. Et même leur langue, c'est trop fait des mots slaves, en effet. Et en plus, ils disent qu'ils ne sont pas des balkaniques, que les Balkans s'arrêtent au Danube. Mais rien de plus balkanique que les Roumains, je t'assure. Voilà. Une visite des Balkans, parfois la littérature peut faire plus que les historiens, par des images. Voilà. Parce que tu utilises la parole vivante, ce que les gens se disent dans la rue, ce que ta mère te dit des Juifs, des Croates, des Serbes, ce que ton parent, tes grands-parents te disent, ce que les autres, tes enfants, je sais pas, tes collègues. C'est-à-dire que si tu fais la sélection de ces clichés, tu as une vision d'une forme d'amour et désamour. Je ne suis pas allé aussi loin pour traiter aussi ce que les Allemands disent des Français et les Français disent des Allemands, mais cette manière de recherche et de captation par la littérature de la sociologie du voisinage, ça pourrait fonctionner aussi dans les pays en Occident. Ben, merci de cette pièce de théâtre, pratiquement. Vous nous avez théâtralisé les Balkans par cette lecture. Donc, on va peut-être, parce que le temps tourne, agréablement, on va peut-être laisser la parole à des personnes dans la salle qui auraient des questions à poser ou des éléments de dialogue à formuler avec Matej Višněk. Vous dites Višněk? Oui, en roumain c'est Višněk parce que ça vient de Višina, ça veut dire griotte. Oui. Mais pour vous avez francisé. Le français, je dis, ça marche très bien, il ne faut pas trop compliquer. Višněk, c'est parfait. Très bien. Donc, s'il y a des questions ou des remarques dans la salle, n'hésitez pas à prendre la parole. Sinon, j'ai d'autres questions, mais je préfère que ce soit vous. Oui. Micro. Parce qu'on va enregistrer tout ça, donc il faut... Est-ce que vous parlez plus roumain ou français maintenant, ou c'est à part égale? Vous savez, comme je travaille à Radio France Internationale pour la rédaction en langue roumaine de Radio France Internationale, chaque minute, je fais un échange. Je traverse la frontière entre les deux langues parce que je prépare les émissions en langue roumaine, mais je consulte les journaux français et les dépêches en français. À la fois, avec mes collègues à la radio, nous sommes une vingtaine de nationalités là-bas, on parle en français, mais au micro, je parle en roumain. À la maison, donc, je sais pas, je parle dans les deux langues tout le temps. Tout le temps. Éventuellement, je me pose la question parfois, est-ce que je rêve en français parfois? Alors, je ne sais même pas ça. Je rêve dans une sorte de langue franco-roumaine très bizarre. Voilà. Il n'y a pas de réponse claire ici. Mais il y avait quelqu'un... Ah, oui, je voulais simplement faire... Oui. Si. Oui, c'est pour enregistrer. Oui, je voulais simplement faire une remarque. Vous avez fait allusion à Panaïtis Strati, évidemment, qui a eu une grande renommée en France.
Mais je voulais rappeler que c'est quand même Romain Rolland, le fondateur de la Revue Europe, qui lui a mis le pied à l'étrier, qui l'a aidé au départ et qui l'a soutenu et qui a cru en lui, même s'ils se sont brouillés après. Et à l'époque où Panaïtis Strati avait un certain succès en France, il y avait aussi Virgile Gorgiou avec La 25e heure, qui a été un best-seller en France. Mais vous parliez de nuances tout à l'heure, je tenais quand même à nuancer un peu ce que vous avez dit à propos de Tzara. Vous avez dit la Roumanie a envoyé ses avant-gardes à Zurich et Paris. Quelques auteurs. Oui, mais les lois antisémites ont facilité un peu les choses. Il y a eu beaucoup de départs de Roumanie au moment des lois antisémites. Et des gens comme Benjamin Fondan ou comme Paul Celan sont partis de Roumanie aussi parce qu'il y avait cette répression et cette ségrégation en Roumanie. Je crois qu'il y a eu la période communiste qui a été très dure, mais il y a eu aussi cette période fascisante de la Roumanie qui n'a pas facilité les choses pour la vie des différentes communautés qui vivaient en Roumanie. Oui, c'est absolument vrai. Entre les deux guerres, il y a eu cette forme de folie qui a poussé vers le départ beaucoup d'auteurs, d'autres qui sont restés et qui ont payé cher. Et c'est vrai qu'il y a une époque très compliquée où même des auteurs comme Sioran et comme Eliade, et à un moment donné, ils ont pu être fascinés par ce cocktail bizarre où l'extrême droite côtoyait une sorte de philosophie orthodoxisante. Bon, mais ça c'est un chantier énorme de réflexion et il faut encore faire des fouilles approfondies pour voir comment des gens qui étaient brillants ont pu se laisser à des moments captés par des... Il n'était pas, si je puis me permettre, il n'était pas des seuls. En France, on a eu Céline, Céline qui est un immense écrivain et qui est le parangon de l'antisémitisme. Et puis d'autres, même Maurice Blanchot, qui était extrême droite avant la guerre. Mais je peux intervenir juste à propos de Tzara et de tout cette avant-garde roumaine, effectivement. Il y a eu l'antisémitisme, mais quand même, l'Europe occidentale était un pôle d'attirance. La fondation de Dada à Zurich et puis ensuite le surréalisme à Paris, c'était quand même quelque chose de fort attirant pour tous ces jeunes gens qui étaient très jeunes en fait à l'époque, Tzara, Fondan, Hilarie Voronka, etc., qui étaient très jeunes et qui étaient attirés par la culture occidentale, je dirais. Et c'est... Comme vous dites, c'est très complexe. Enfin, il y a un petit mélange des deux, me semble-t-il. Je ne veux pas trop m'immiscer. Il y avait une question là-bas. Oui. On ne va pas... Messieurs. C'est vous, vous aviez une question. Oui. Ovidiu. Merci tout d'abord pour votre présentation. Donc, vous avez dit, en arrivant en France, vous avez commencé à écrire en français et que maintenant vous faites un peu les deux. Mais ça rejoint un peu la question aussi de Carole. Est-ce que vous imaginez et vous pensez en roumain et vous accouchez les mots en français, ou tout simplement il y a deux personnages qui vous habitent ou deux cerveaux qui vous habitent? On n'écrit pas de la même manière en français et en roumain. Quoi qu'on dise, je parle parfois avec des camarades, des amis. Je parlais par exemple avec Vigile Tanaz, qui a écrit beaucoup de ses livres en français, et puis il se demande parfois quel auteur j'aurais pu être si j'avais écrit qu'un roman. On ne sait pas, mais sûrement pas le même auteur. D'ailleurs, je voudrais vous signaler en ce moment au moins deux auteurs roumains qui s'affirment en France dans le domaine du théâtre. Gianina Cărbunaru, qui est une Roumaine qui écrit en roumain, et ses pièces sont traduites en français, et qui sera jouée dans le IN l'année prochaine au Festival d'Avignon. C'est une très belle écriture, et elle est aussi metteur en scène, et c'est une écriture très, très impitoyable. Elle capte le délire de cette époque post-communiste, mais à la fois du capitalisme sauvage, du creuté, creuté des relations. Et c'est vraiment un auteur réédité Jacques de Sud aussi. Et récemment,
le grand prix de littérature dramatique qui est accordé toujours par le ministère français de la Culture, par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD, et le Centre national du théâtre, a été accordé à un Roumain qui écrit en français, qui s'appelle Alexandra Badea. Ses pièces sont éditées chez l'Arche. Elle a 3 pièces éditées chez l'Arche et un roman qui va sortir bientôt, et elle écrit en français. Et c'est très intéressant parce qu'elle vit en France depuis 2002 ou 2003. Donc elle est formée en Roumanie, elle a vécu encore à l'époque de Ceausescu, elle était enfant, mais bon, mais elle écrit en français, et justement elle m'a accordé une interview à RFI, elle me dit, je ne peux pas écrire un roman. Un roman, je ne peux pas écrire. Parce que en Roumanie, il avait fait des études de mise en scène, donc il n'avait pas écrit. C'est la France qui l'a incité à écrire. Donc du coup, sa première langue d'écriture, c'est le français. Et c'est très intéressant ce qu'il fait. Et je disais quand même que pour la première fois, des auteurs roumains ne doivent plus vraiment obligatoirement s'exiler ou venir s'installer en France pour que leurs œuvres circulent. Pour la première fois, il y a une attention quand même portée par les maisons d'édition, par les revues littéraires, par les universitaires, sur la littérature roumaine écrite en Roumanie en roumain. Cette année, vous savez, la Roumanie a été pays invité au Salon du Livre à Paris, et beaucoup d'auteurs roumains, de plus en plus, entrent dans un circuit normal, qui sont appréciés, qui sont lus par un public, je ne sais pas, par le grand public, mais Gabriela Dameșteanu, il est édité chez Gallimard, il y a Dan Lungu qui est édité chez Actes Sud ou par d'autres maisons d'édition. Donc il y a des noms qui s'imposent peu à peu. Mircea Cărtănescu, qui est un auteur extraordinaire, qui n'a pas dû quitter son pays pour se faire un nom dans pas mal de pays en Europe d'ailleurs. Donc voilà, les choses s'arrangent, les complexes s'effacent, quelque chose bouge. Pour compléter le propos, il y a maintenant, depuis quelques années, une association des traducteurs du roumain en français, donc une association qui est assez riche en traducteurs et en traduction. Et c'est vrai ce que vous dites, c'est que de plus en plus, on arrive à connaître la littérature roumaine en traduction française, notamment effectivement depuis le Salon du Livre dernier, mais même avant. Depuis le Salon du Livre, ça s'est encore étendu et enrichi. À propos des écrivains qui, comme vous, écrivent en français, des écrivains d'origine étrangère, il y a une formule, moi, que j'adopte volontiers, c'est que vous êtes, comme beaucoup d'autres, un écrivain français d'origine roumaine. Alors, je ne sais pas si cela vous agrée, mais il me semble que vous avez dans votre écriture, bon, vous avez expliqué comment vous avez appris à écrire en français tout à l'heure, mais il reste toujours quelque chose de roumain, même dans votre écriture en français, directement écrite en français, me semble-t-il. Donc, c'est un petit peu on parlait aussi de Panaitistrati, c'était très flagrant chez Panaitistrati, comme vous disiez, avec des mots roumains qui restent dans sa langue française. Mais je pense que chez vous, comme chez d'autres aussi, même si ce ne sont pas des mots, ce sont des tournures ou une tournure d'esprit, un héritage que vous avez forcément. Oui, c'est le mot. Y a-t-il d'autres questions? Oui. S'il vous plaît, qu'est-ce qui vous donne le départ pour une pièce? Trouvez-vous le sujet? Le cherchez-vous? Est-ce qu'il s'impose? Quelle est la mécanique qui vous fait marcher dans un texte? Très souvent, je commence à écrire une pièce lorsque je suis marqué par ce que j'appelle une situation dramatique forte. Ça peut être une image, ça peut être une information, une dépêche, ça peut être je ne sais pas. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'ai écrit une pièce qui s'appelle « Le mot progrès dans la bouche de ma mère sonnait terriblement faux ». C'est un peu sur le retour de réfugiés dans les pays des Balkans, une mère qui ne peut pas faire son deuil parce qu'elle ne trouve pas les restes de son fils mort, c'est-à-dire enfin, elle veut avoir une tombe à elle, donc le fils doit être trouvé dans les charniers. Eh bien, j'ai commencé à écrire cette pièce un jour,
lorsque j'ai eu à la radio une dépêche qui venait d'ailleurs, du Tchétchénie, je pense, où il y a eu quelques miliciens, je ne sais pas de quelle nationalité, qui avaient tué un jeune Tchétchène ou des Tchétchènes qui avaient tué un Russe. De toute façon, on a trouvé dans la poche de soldats, du combattant, l'adresse de sa mère. Et alors, ceux qui l'ont tué ont écrit une lettre à sa mère en disant, voilà, madame, son fils, de toute façon, votre fils, de toute façon, l'a tué, il est mort. Mais, son cadavre, on peut vous le vendre. Si vous voulez l'enterrer proprement pour avoir une tombe, pour pouvoir pleurer, parce que voilà, c'est important quand même d'avoir aussi le cadavre. Alors, c'est pas cher, $2000, et on vous envoie le cadavre, vous l'enterrez, comme ça vous allez avoir quand même. Et là, parfois, je me demande si la fiction peut inventer des choses aussi horribles. Alors, ça a été le déclic, je me suis dit, ici, il y a une pièce. Et il y a une pièce qui est née ensuite. C'est à peu près comme ça. Bien sûr, il y a parfois des... Par exemple, j'ai écrit cette pièce, l'histoire du communiste racontée en malade mentaux, où, au départ, c'est une autre situation. C'est une réflexion très, très, très... difficile, une longue période de réflexion. Je me disais comment expliquer au grand public, à un public occidental, les vices du fond de l'utopie en général, et aussi de ce qu'on appelle la doctrine marxiste-léniniste qu'on a considérée tellement lumineuse, susceptible de résoudre tous les problèmes de l'humanité. Et pourtant, dès qu'on met en pratique une doctrine utopique, c'est l'horreur partout. Alors je voulais découvrir là ce qui cloche. Et j'ai trouvé la situation dramatique très vite, toujours dans des documents. C'est un directeur d'hôpital de malades mentaux, en 1953, avant la mort de Staline, qui a cette révélation qui dit « Mais c'est pas possible, le marxisme-léninisme, on l'enseigne partout, dans les écoles, chez les soldats, chez les ouvriers, chez les paysans, à l'université, partout, sauf chez nous, chez les malades mentaux. Mais c'est pas bien ça. Peut-être que le marxisme-léninisme, bien raconté, ou la révolution d'octobre bien racontée, pourrait guérir aussi les maladies mentales. Parce que c'est impossible qu'une doctrine si lumineuse ne puisse pas avoir aussi des effets thérapeutiques. Donc voilà, sans entrer dans la critique du fond, j'entre dans la mécanique de l'utilisation des grands mots, de toute théorie possible, éventuellement pour la manipulation des gens. Et c'est comme ça, c'est-à-dire que très souvent, dès que j'ai cette émotion originaire, cette situation dramatique forte, après c'est simple, c'est que la pièce écrit tout seul. Voilà. Si. Un peu dans la continuité de la question précédente, je voulais vous demander, une fois que vous avez choisi le sujet, que la pièce ou le texte a été écrit par lui seul, comment vous choisissez les titres? Parce que les titres... Comment je choisis les titres. Les titres, d'accord. Puisque oui. les titres en eux-mêmes, ce sont des vraies poésies. Si on les met côte à côte à la queue leu, ça nous donnerait un cadavre esquis formidable. Dont les surréalistes seraient bien fiers une fois de plus. Mais ce n'est pas des titres, si j'ose dire, normaux, parce que vous prenez le contre-pied du laconique, du mot qui va parler à tout le monde, et vous racontez presque une histoire dans le titre. Comment vous faites? Quelle est la mécanique de votre choix? Oui, je peux vous dire, donc là, pour vous avouer, je n'ai jamais le titre quand je commence une pièce. J'écris la pièce, je vaguement, parfois, un mot qui devrait de toute façon être présent dans le titre. Et après que je termine le texte, je commence à relire et je sais que le titre est caché quelque part. Alors, je lis et je laisse le titre s'agiter. Et à un moment donné, il y a une phrase qui commence à s'agiter qui dit « c'est moi le titre, c'est moi ». Alors je fais peut-être 2, 3, voilà, je fais la liste des phrases qui s'agitent pour voir quelle réplique ou quelle phrase veut avoir ce statut, ce privilège de devenir titre. Et après je fais un choix et c'est comme ça. Le titre est toujours caché dans le corps d'une pièce. Et c'est comme ça que j'ai découvert des titres comme par exemple
la femme qu'on chante de bataille, qui peut être du sexe de la femme qu'on chante de bataille dans la guerre en Bosnie, d'autres. Mais j'ai aussi des titres courts. Par exemple, j'ai une pièce qui n'a pas circulé encore, qui s'appelle La mémoire de Serpillère. Et c'est sorti pareil, voilà. Ou parfois j'ai d'autres problèmes parce que j'ai des titres qui marchent en roumain et qui ne marchent pas en français. Je vais vous donner un exemple. J'ai une pièce qui, en roumain, a un titre très beau. Omul din care a fost extras răul. Alors, je suis prêt à offrir un prix pour celui qui me trouve en français, l'homme duquel ou dont on a extrait le mal, quelque chose comme ça. Mais la musique n'est pas la même, c'est pas très bien quand même. L'homme duquel on a extrait le mal. En roman, c'est si beau. Omul din care a fost extras răul. Ou j'ai un problème avec un sens inverse. Par exemple, le mot progrès dans la bouche de ma mère sonnait terriblement faux. C'est très bien en français. Dès qu'on transfère ça en roman, c'est la catastrophe parce que la langue roumaine est une langue pudique. Dans la bouche de la mère, tu ne peux mettre rien, sauf un juron. Donc dire cuvântul progres în gura mamei suna teribil de fals, c'est impossible. Alors tu peux dire cuvântul progres rostit de mama suna foarte fals, mais ça n'a pas la même force. Donc voilà, c'est jamais automatique, mais je jongle et comme vous dites, j'essaie de choisir des titres susceptibles d'ouvrir l'intérêt, que ce soit une porte entrouverte vers quelque chose, que ce soit un peu de poésie là-bas, mais aussi que ça puisse capter. Et très souvent, il y a des gens qui me demandent, mais avec ces titres longs, vous n'avez pas de problème, parce que les gens oublient les titres longs. Et je dis, oui, mais ils oublient beaucoup plus les titres courts. C'est-à-dire qu'un titre long, finalement, on arrive à retenir quelque chose. Et des gens qui me disent, votre pièce avec le communiste qui est raconté, je ne sais pas, enfin, avec les malades, voilà, ça, je l'ai bien aimé. Ah, je suis très, très content. Il ne fallait pas retenir le titre, il fallait bien aimer la pièce et ne pas l'oublier. 2 minutes pour une dernière question et la réponse dans les 2 minutes aussi. Si. Oui. Alors. Est-ce qu'il y a des poètes français ou étrangers qui vous ont influencé dans votre œuvre poétique ou théâtrale, surtout poétique? Vous savez, la langue française ou la littérature française passe très bien en roman. Très très bien. Parce que la Roumanie, ou la langue roumaine, qui est une langue d'origine latine, capte très bien avec son fond de mot latin toute la littérature française. Il y a des pages roumaines qui ne passent pas très bien en français, parfois lorsque les auteurs utilisent des mots d'origine slave qui se bloquent un petit peu là, il faut embellir, il faut trouver des... Tout ce que j'ai lu en français dans mon enfance, ça a été bien traduit. Baudelaire était bien traduit. Ses poèmes rimés, c'était sans problème. Apollinaire, mais des révélations ou des vraies révélations, Henri Michaud, Raymond Queneau, c'était bien traduit. Prévert, en roman, il est aussi fort qu'en français. Ça dégage une atmosphère. On voit que des images et des images en lisant Prévert. Donc, ça passait très bien et je me suis bien nourri de la grande littérature française. Et la poésie française, comme je vous dis, était traduite, bien diffusée, en tirage gigantesque, dans les petites bibliothèques à cette époque-là, sans problème. Pour l'anecdote, pour ceux qui connaissent le français et le roman, quand je suis arrivé en France, bien sûr, j'ai commencé, je visitais les librairies, et un jour, je suis tombé sur un titre, c'était Dostoïevski, traduit en français, et le titre, c'était ça, Humilié et offensé. Vous connaissez ce livre, peut-être. Eh bien, le mot offensé, dans ce titre, c'est n'importe quoi. C'est mauvais comme tout. Parce que, à l'origine, ce mot offensé, en roman, le titre est traduit comme ça, Umiliți și obidiți. C'est-à-dire que ceux qui étaient offensés, c'était le pauvre moujik. Et le noble, il n'offensait pas le pauvre moujik, il l'écrasait. Donc, mais la langue française n'a pas un fond slave pour pouvoir traduire ce mot qui veut dire obédi quelqu'un. Obédi quelqu'un, c'est-à-dire, c'est plus qu'exploiter.
c'est voilà, presque le rendre fou, c'est-à-dire le garder dans une cage qui n'a pas de porte. Donc, c'est pas offensé. Alors, très souvent, j'ai découvert que la littérature russe passe mal en français parce qu'il manque quelque chose toujours. Chaque fois que j'ai vu une pièce de Tchekhov en France, elle était traduite par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de traduction unique et acceptée. Mais bon, disons que la langue française peut survivre, et la culture française, même sans traduire d'une manière parfaite les Russes. Mais voilà, pour vous répondre, on traduisait bien la grande littérature française en roman. Et même Novarina, elle est bien traduite en roman. Ah oui. Oui. Merci, je crois qu'il est l'heure, il est temps de s'arrêter. Le temps a passé très vite avec vos réponses, vos lectures, et nous ne pouvons que vous remercier de nous avoir offert un échantillon de votre talent. Merci. Et vous pouvez consulter mon site où il y a des nouveautés sur mes livres et les spectacles qui passent de temps en temps. Voilà.